Il est fréquent qu'un universitaire commence son intervention non pas par dire quelque chose de très maladroit et grossier, mais par de vrais faux remerciements, en laissant penser que le sujet qu'on lui a demandé de traiter était un cadeau empoisonné. Et en général, les gens qui disent ça ne le pensent pas, mais vous me pardonnerez, cher Jacques, de faire exception. Parce que traiter du rôle de la doctrine contemporaine dans l'effort de théorisation du droit pénal, ce n'était pas une sinécure lorsqu'on doit le faire en présence de ceux qui représentent finalement cette doctrine pénaliste contemporaine, qui plus est sous l'ombre ou en présence du fantôme du professeur Bossoni, qui a rédigé un ouvrage sur le rôle de la doctrine en droit pénal, et dont je recommande la lecture. Il est cité dans tous les bons manuels, ce n'est pas pour rien. D'un autre côté, comment ne pas parler en effet de la doctrine contemporaine dans un colloque qui est consacré à la rethéorisation du droit pénal? Il était bien normal d'évoquer, après les aspects historiques et philosophiques, les aspects contemporains. Certains noms ont déjà été cités sur ceux qui ont pu être les grands penseurs du droit pénal de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, hein, Garçon et Garot, les professeurs Merlevitu, évidemment aussi, dans la deuxième partie du 20e siècle, vont tenir le haut du panier, si je puis dire. Je ne donnerai pas de nom de personnes vivantes, parce que c'est plus facile de parler des morts que des vivants. C'est pas un historien qui dira le contraire. Finalement, aujourd'hui, bien sûr, de jeunes auteurs ont repris le relais, ou en tout cas de plus jeunes auteurs, mais la question n'est pas celle de l'autorité de la doctrine pénaliste, c'est bien celle de sa contribution à la théorisation du droit. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'autorité n'est pas proportionnelle aux efforts déployés par la doctrine, que nous définirons comme l'ensemble des opinions émises par ceux que j'appellerais les auteurs qui écrivent en droit pénal. Il ne s'agit donc pas de parler des doctrines pénales, mais bien de la doctrine pénaliste. Et évidemment, nous n'entrerons pas, ou peut-être dans la discussion, mais dans le débat de savoir si la doctrine pénaliste constitue une entité, si elle a une identité. Du reste, ces questions ont souvent négligé les pénalistes, en ce qui concerne, bien sûr, la suprématie du droit civil sur le droit pénal. En réalité, la doctrine est une autorité intellectuelle composée d'individus qui n'ont qu'un seul pouvoir, celui de convaincre lorsqu'ils sont convaincants. Il ne faut pas alors sous-estimer l'individualité de chaque auteur et ses préjugés. En quelque sorte, chacun le sait, le droit pénal n'est pas vu de la même façon selon qu'on ne croit qu'à la matière ou qu'on croit aussi à l'esprit. Je pense notamment à la responsabilité des personnes morales, mais il y a bien d'autres sujets qui sont concernés évidemment. Vous le savez sans doute, la doctrine pénaliste a longtemps été jugée assez sévèrement en réalité, parce qu'elle était accusée de trop d'indulgence envers les magistrats et de trop de révérence envers l'ancien code pénal. Mais aujourd'hui, les choses ont quand même bien changé et nul ne songerait plus à faire un cours de droit pénal en commentant purement et simplement le code pénal. Et puis, il faut reconnaître aussi que, sans doute, à une certaine époque, les grands pénalistes étaient aussi des juges ou des magistrats. Je pense à Faustinelli, par exemple. Ici, évidemment, c'est la question de savoir qui compose la doctrine. J'ai parlé d'auteur volontairement pour passer provisoirement sous silence la question de savoir si la doctrine se compose d'universitaires et de praticiens, ou si parfois il faut opposer un peu ces deux catégories. Alors aujourd'hui, la doctrine contemporaine joue évidemment un rôle déterminant dans la théorisation du droit pénal, dont c'est même, je dirais, le métier. Cet effort de théorisation se traduit par une systématisation, une recherche de cohérence et de clarté du droit pénal. Et bien que les deux aspects que je vais essayer de distinguer dans cette théorisation soient concomitants dans la pratique, on peut distinguer deux rôles assignés à la doctrine dans cet effort de théorisation. Le premier rôle, c'est celui d'expliquer le droit pénal, d'ordonner, de commenter. Le second rôle, qui encore une fois se réalise le plus souvent en même temps, mais qu'il convient de distinguer, c'est celui de construction du droit pénal. C'est construire un nouveau système, ou du moins améliorer l'existant, en faisant preuve de propositions. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Leroy, de concept bâtisseur du droit pénal. Ces deux efforts d'explication du droit donc, et de construction du droit constituent ce que l'on peut appeler l'œuvre doctrinale, la doctrine ayant pour métier de penser le droit pénal avec un esprit critique.
S'agissant donc d'abord du rôle d'explication, ce rôle, cet effort de la doctrine est d'une part nécessaire, mais il est d'autre part insuffisant. Nécessaire d'une part, nécessaire parce que le droit contemporain est complexe. Comme l'écrivent messieurs les professeurs Comte et Mestre du Chambon, le droit d'aujourd'hui est rebutant parce qu'il reflète une société elle-même sans cesse plus compliquée. Alors il y a un effort de décryptage d'un droit devenu trop complexe qui s'adresse évidemment en premier lieu aux étudiants. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la plupart des auteurs pénalistes qui composent la doctrine sont des enseignants-chercheurs. À cet égard, j'ai retrouvé des écrits du professeur Larguier en 1973 à propos de la parution d'un ouvrage de messieurs Levasseur et Doucet, où, disait le professeur Larguier, on y trouvait tout le nécessaire du parfait pénaliste. Développement doctrinaux concis mais fermes et clairs, rappelant l'essentiel avec des références riches qui sont d'excellents guides de lecture. Textes de loi, décisions de jurisprudence, extraits des bons auteurs, références au droit étranger. Ce nécessaire du parfait pénaliste s'enrichirait aujourd'hui évidemment de développements constitutionnels et européens, tant l'enchevêtrement de ces sources et aussi la mauvaise qualité des lois rendent le système pénal d'aujourd'hui illisible. Si la constitutionnalisation du droit pénal a été portée sur les fonds baptismaux par Favoreux, un publiciste, le contentieux constitutionnel n'échappe plus aujourd'hui évidemment aux pénalistes, et l'influence des questions prioritaires de constitutionnalité sur l'évolution du droit pénal impose heureusement que les pénalistes s'en saisissent et ne laissent pas au seul droit public le soin d'apprécier les décisions souvent rédigées hâtivement par le Conseil constitutionnel. Il y a là un élément sur lequel je reviendrai à la fin de mon propos sur la querelle entre les publicistes et les pénalistes. La nécessité d'expliquer le droit est également destinée en second lieu aux praticiens évidemment et aux gouvernants sur le travail desquels les auteurs peuvent apporter d'utiles précisions ou appréciations. Pour avoir eu l'honneur de procéder à la refonte de quelques fascicules de Juris Classeur du regretté André Vitu, j'ai pu constater combien ce qu'il a pu écrire, notamment sur l'abus d'autorité par exemple, était la seule source unanimement reprise pour définir ce que le code pénal entendait exactement par personne dépositaire de l'autorité publique. Il y aurait des tas d'autres exemples. On peut reprendre plus anciennement évidemment la définition de garçon et de la soustraction juridique qui permet d'attraire dans la répression sous la qualification de vol des appréhensions frauduleuses de la chose d'autrui lorsqu'elles ont été précédées d'une remise préalable par la victime. L'effort d'explication du droit pénal ne vise pas que la loi. Il est aussi nécessaire cet effort pour les décisions de la Cour de cassation qui sont souvent elliptiques, on le sait. La doctrine, dans ses commentaires, saura faire observer à la jurisprudence ce qu'elle ajoute, par exemple, à la loi. Ainsi, en matière de chantage, pendant près d'un siècle, la Cour de cassation a exigé un dol spécial tenant au fait que l'auteur poursuive un but de cupidité illégitime, de sorte que le créancier qui recourt à des menaces pour pousser son débiteur à s'exécuter ne soit pas répréhensible. C'était pour les auteurs confondre l'intention et le mobile, et la chambre criminelle de la Cour de cassation a fini par renoncer à cette solution dans un arrêt du 22 juin 1972. Alors ça ne veut pas dire que le créancier qui menace de recourir à la justice pour se faire payer soit un maître chanteur. Non, il peut exercer évidemment son droit, mais sous la seule réserve d'un abus, par exemple si la dette est inexistante ou s'il s'agit de menacer, de dénoncer une infraction fiscale commise par le débiteur. La solution jurisprudentielle ancienne ajoutée au texte de la loi, je cite encore le professeur Larguier, dépassant ainsi les besoins sinon la mesure de l'interprétation stricte de la loi pénale. En procédure pénale, la doctrine a également su faire observer à la Cour de cassation ce qu'elle retranchait de la loi. Je pense ici, par exemple, aux écoutes téléphoniques que la Cour de cassation validait sur le fondement d'un article 81 du Code de procédure pénale, mais dont la Cour de cassation retirait soigneusement dans ses attendus les mots « conformément à la loi », qui pourtant figurerait et figure toujours dans l'article 81 du Code de procédure pénale.
On pourrait ajouter également les arrêts sur le vol d'informations qui ont toujours fait couler beaucoup d'encre, suscitant la controverse doctrinale et l'effort de théorisation des auteurs, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre le vol d'informations, finalement peut trouver son aboutissement dans cet arrêt rendu le 20 mai 2015 par la Chambre criminelle, qui vient du bout des lèvres reconnaître finalement peut-être le vol d'informations à travers un arrêt qui était peut-être passé après la bagarre, puisque entre le moment où l'arrêt a été rendu eh bien, il y avait eu une réforme des textes relatifs à l'introduction de données dans un système de traitement des informations qui permettait finalement de rendre inutile la qualification de vol d'informations. Les auteurs ont également eu un rôle à jouer dans l'explication du droit en ce qui concerne, mais là je fais attention parce que l'un d'eux est dans la salle, aux arrêts rendus en matière d'imputation des faits à une personne morale. On retrouve dans la jurisprudence bien compliquée à comprendre sur ces critères d'imputation des faits à la personne morale, notamment lorsque on n'identifie pas la personne qui aurait commis les agissements. On décrypte mal la jurisprudence de la Cour de cassation et on pourra noter que le 22 mars 2012, un séminaire était consacré à la Chambre criminelle sur le sujet de la responsabilité pénale des personnes morales. Et je lis ce qui est encore écrit sur le site de la Cour de cassation, que les débats étaient ouverts par le président de la Chambre, évidemment, et les interventions ont suivi de conseillers et d'avocats généraux, avec, c'est la Cour de cassation qui écrit ça sur son site, hein, la rencontre a été l'occasion d'une réflexion partagée des membres du siège et du parquet, sous le regard critique de la doctrine, en l'occurrence monsieur le professeur Simpo et madame la professeure Matsopoulou. Alors, cette dernière phrase, sous le regard critique de la doctrine, contient en elle-même les insuffisances de ce premier volet de théorisation du droit pénal. La doctrine sert-elle uniquement à compter les points et à regarder le travail du juge? L'insuffisance, donc, d'autre part, du travail d'explication du droit pénal, eh bien, cette insuffisance tient précisément à son caractère subalterne à la loi et à la jurisprudence. On va alors considérer que le travail du pénaliste est souvent trop descriptif, et d'ailleurs, le formatage des principales revues juridiques qui poussent à s'exprimer en un certain nombre de signes qui permettent à un praticien de pouvoir lire l'essentiel dans son moyen de transport préféré. Ce type de difficultés que chacun des auteurs peut rencontrer dans la nécessité de réduire donc le sens de ce qu'il pense, tout cela fait que la doctrine s'auto-limite en quelque sorte en minorant son influence à la préparation du travail du juge et de l'avocat. On retrouve là la critique désabusée de Jean-Denis Bredin dans Les Mélanges hébreux qu'il faut relire, qui écrivait que nous avons nous-mêmes enseigné, diffusé le mépris de la doctrine en célébrant aveuglément le culte de la jurisprudence. Et du reste, il est vrai que le rôle prépondérant dans la théorisation du droit pénal est peut-être celui des magistrats. Pensons à la théorie de la peine justifiée, par exemple, en procédure pénale, qui n'aurait peut-être plus cours puisque la Cour européenne des droits de l'homme veille, mais c'est la jurisprudence qui, dès 1830, en dépassant le cadre légal, a posé les bornes de cette théorie de la peine justifiée. Sans parler de la correctionnalisation judiciaire, qui constitue la marque d'une opportunité qui l'emporte sur la légalité. Et même lorsque la doctrine essaye de faire des efforts finalement d'explication, c'est toujours la Cour de cassation qui a le dernier mot. L'infraction impossible témoigne de ce que la théorisation du droit pénal permet d'apporter des éléments d'explication, mais que le juge va souverainement clore lorsqu'il sentira le besoin de terminer la controverse. Chacun se souvient sans doute de cette distinction entre l'infraction manquée et l'infraction dite impossible, en sachant que l'expression même d'infraction impossible signifie évidemment l'impossibilité de punir l'auteur d'une infraction impossible. Feuerbach, dès 1808, parlait donc d'infraction impossible, et la doctrine évolua pour finalement toujours parler d'infraction impossible, mais en expliquant que on pouvait quand même déceler une dangerosité chez celui qui allait commettre cette infraction-là, et donc on pouvait sans doute le punir pour tentative. C'est le fameux cas, donc bien sûr, des coups mortels portés
à quelqu'un qui est déjà mort. Infraction impossible puisque tuer un être déjà mort a priori est un non-sens. Mais la Cour de cassation, dans un fameux arrêt du 16 janvier 1986, a accepté qu'il puisse y avoir donc condamnation pour tentative d'homicide volontaire. La supériorité de la jurisprudence se lit d'ailleurs à longueur de revue. J'ai compté le nombre de chroniques qu'on peut retrouver dans les revues principales, 6 chroniques différentes dans la revue de sciences criminelles, mais dont 6 chroniques de jurisprudence, avec, dès 1936, les fondateurs de la revue qui signalent qu'ils attachent un grand poids aux chroniques de jurisprudence qui se consacrent à suivre l'évolution de la jurisprudence. Dans la revue pénitentiaire et de droit pénal, pas moins de 10 chroniques consacrées à la jurisprudence. Et puis, bien sûr, dans la revue droit pénal, dans la revue Agi pénal, dans les revues générales d'Alloz et LexisNexis et Gazette du Palais, on retrouve bien entendu des chroniques régulières en matière de droit pénal. Alors, bien sûr, on pourra toujours se rassurer en disant que les praticiens sont des enfants de la doctrine, comme cela a pu être écrit et comme le professeur Bossoni le rappelle. Puisque c'est vrai que les praticiens sont et ont été plutôt les élèves à l'université. C'est vrai, mais s'en souviennent-ils vraiment au moment de rendre leurs décisions? On peut parfois en douter. Et poussons jusqu'au terme la conclusion de cette insuffisance. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'universitaires pour commenter les décisions de jurisprudence? On entend trop souvent, après tout, les praticiens reprocher aux auteurs de ne pas avoir compris le sens de leur décision ou de méconnaître la pratique à travers un commentaire qui serait beaucoup trop théorique. Peut-être que les universitaires montrent qu'ils souffrent de ce complexe envers la jurisprudence en embrassant de plus en plus souvent la carrière d'avocat ou en s'adonnant au travail gratifiant de consultation. Alors, la doctrine possède quand même un atout sur les praticiens, c'est le temps. Le juge ne doit interpréter la loi que s'il est saisi en ce sens, alors que les auteurs, eux, peuvent réfléchir au sens du droit pénal, parce qu'ils sont payés pour cela, il faut le redire. Et donc, il y a un second effort qui complète l'effort d'explication, c'est l'effort de théorisation constructive, l'effort de construction du droit. Cet effort de construction du droit pénal est salutaire, mais sa portée est limitée. Salutaire d'abord parce que le droit pénal est un système vivant et qu'il faut évidemment savoir proposer de nouveaux logiciels ou renverser parfois certains mécanismes. Mais ici, l'opposition des praticiens et des théoriciens doit être dépassée, car bien entendu, les théories s'appuient et puisent dans la jurisprudence. Elles ne partent pas, ces théories, de nulle part. Alors, j'aime bien quand même reciter l'article du professeur Larguier sur la théorie et la pratique. Professeur Larguier qui nous rappelle que certains hauts magistrats s'entendaient recommander, je dis au passé, comme ça je ne me froisse avec personne, qu'il fallait recopier toujours, n'innover jamais. Ce serait le maître mot des conseillers à la Cour de cassation. Et puis, dans l'autre sens, les praticiens, eux, considèrent que la doctrine est définie comme quelqu'un qui s'est trompé et tous les autres qui ont recopié. Entre les deux, je vous laisse rectifier évidemment ce qu'il faut sans doute rectifier. Alors, bien entendu, la doctrine ne se contente pas d'expliquer les solutions de la jurisprudence, elle va ordonner une cohésion logique au droit. Et pour reprendre l'exemple de l'arrêt de 1972 sur le chantage, la doctrine est allée bien plus loin que de se contenter de décrire un revirement de jurisprudence. Les auteurs qui ont commenté le revirement se sont posé la question de savoir dans quelle mesure l'exercice d'un droit permet-il de violer la loi pénale. Et le professeur Larguier, toujours lui, a pu montrer dans l'une de ses notes sur cet arrêt que c'était toute la question du juste et de l'injuste qui était posée à travers la question donc, du maître chanteur qui pourrait justifier son acte par l'exercice de son droit. On retrouvera là évidemment une construction, une notion importante en droit pénal, c'est celle de l'infraction et le problème de savoir ou la question de savoir si l'infraction contient ou pas un élément injuste. Dans la doctrine française qui a repris la notion d'élément injuste, elle consiste à voir un élément, en plus de l'élément légal, matériel et moral, cet élément injuste serait l'absence de fait justificatif.
Chacun sait que le Code pénal de 1994, évidemment, a brouillé la clarté de la structure de l'infraction en disant que eh bien, n'est pas pénalement responsable la personne qui... Et on retrouve ici des débats, des théorisations, des théories sur le rattachement des faits justificatifs à l'élément moral, à l'élément légal ou à l'élément injuste, qui montrent de formidables déploiements donc d'intelligence sur le rattachement des faits justificatifs à tel ou tel élément. Alors, l'état de nécessité, cela a été démontré, a dû beaucoup dans sa consécration en jurisprudence à la doctrine, notamment aux efforts du doyen Bouza. C'est en tout cas le titre d'un article du professeur Chevalier. Et puis, aujourd'hui, la doctrine s'interroge et la Cour de cassation est donc en mesure de rendre des décisions qui vont dans le sens d'une prise en considération des remarques doctrinales sur les faits justificatifs liés aux droits de la défense. Les droits de la défense qui peuvent éventuellement justifier une infraction. La jurisprudence commence à bien poser les conditions de ce nouveau fait justificatif. Alors évidemment, si j'avais le temps, je prendrais bien d'autres exemples. La théorie de l'autonomie du droit pénal, par exemple. La théorie de l'autonomie technique du droit pénal, qui fait que le juge va le plus souvent se fonder sur l'apparence pour pouvoir réprimer l'auteur d'un faux, par exemple, même si le document est atteint de nullité. L'idée étant que finalement le droit pénal doit utiliser ses propres concepts et ne pas se contenter d'utiliser des concepts de droit civil, par exemple lorsqu'il vient sanctionner une question de droit civil. Le danger, vous l'avez signalé tout à l'heure, Monsieur le Président, dans cet effort de construction, c'est peut-être son excès d'abstraction. Et c'est vrai que la théorie générale de la responsabilité pénale, très étudiée par des juristes allemands, qui, certains, dont von List, disaient qu'il n'y a pas de doctrine pénale française, ces études sur la responsabilité pénale, évidemment, donnent lieu à des débats, à des théorisations qui, pour un praticien, peuvent peut-être parfois être vues comme étant en pure perte de temps. Il faut aussi voir peut-être dans l'évolution du droit pénal une destination inquiétante, celle de l'éclatement, qui ne facilite pas, et là on rejoint la généralisation en plus de la théorisation, qui ne facilite pas l'effort de théorisation. Puisqu'aujourd'hui le droit pénal général existe-t-il encore? Il y a des droits pénaux spéciaux, vous l'avez rappelé, le droit pénal des affaires, le droit pénal routier, le droit pénal du terrorisme, le droit pénal constitutionnel. Est-ce que tout cela n'incite pas finalement à ne pas faire d'efforts de théorisation du droit pénal? La doctrine a joué un rôle moteur dans les réflexions qui peuvent apporter des évolutions. Elles peuvent être parfois inquiétantes. Je pense ici notamment, le contexte oblige, à la théorie du droit pénal de l'ennemi, qui vient de Gunther Jacobs au milieu des années 80. L'idée d'un droit pénal de l'ennemi qui s'opposerait au droit pénal du citoyen qui, lui, respecte le cadre finalement de la société. On peut avoir cette idée en tête lorsqu'on réfléchit au concept qu'il faudrait peut-être créer en matière de terrorisme pour savoir comment prendre en compte les terroristes qui seraient des kamikazes. Est-ce que les outils du droit pénal sont adaptés? Est-ce qu'il faut revoir et peut-être approfondir une théorie aussi critiquable que celle du droit pénal de l'ennemi? Alors reste enfin à s'interroger sur la portée limitée de cette théorisation constructive du droit pénal. Les outils de la doctrine sont déjà relativement limités. Nos outils, nos armes, ce sont les colloques, ce sont les ouvrages, les articles de fond, les mélanges, les monographies, etc. Et l'Association française de droit pénal peut jouer un rôle moteur dans la diffusion de la théorisation du droit pénal. Mais beaucoup d'écrits, beaucoup d'efforts, pour quel résultat? Il arrive que la doctrine soit consultée ou même citée. Je prends un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, Rolema contre République tchèque, et à propos d'une infraction dite continuée, que la doctrine distingue de l'infraction continue, la Cour européenne des droits de l'homme cite dans l'état du droit de la République tchèque la doctrine et la jurisprudence, en se référant donc à des auteurs, alors c'est la doctrine tchèque en l'occurrence, mais ce qui montre bien que la doctrine peut être citée dans une décision de la Cour européenne. La Cour de cassation
également, a déjà pu consulter les auteurs avant de rendre des décisions importantes. Je pense notamment aux conclusions Sainte-Rose dans la fameuse affaire du fœtus qui va disparaître dans un accident et donc dans une infraction dont on peut se demander si elle peut s'appliquer d'homicide involontaire. Cet arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2001, beaucoup commenté évidemment par la doctrine, a suscité donc des consultations, si je puis dire, ou en tout cas des demandes de rapport auprès de certains auteurs, et les auteurs consultés, dont le doyen Carbonnier à l'époque, ont pu rendre des avis opposés d'ailleurs sur la question de savoir s'il fallait ou pas appliquer l'infraction d'homicide volontaire à l'enfant à naître, et finalement vous savez que c'est la solution inverse qui a prévalu, pour des raisons qui finalement montrent que peut-être que la ratio legis des incriminations n'a pas été correctement étudiée. Bon, ça c'est une question évidemment dont on pourra débattre. Donc il arrive que les pénalistes soient écoutés, ou en tous les cas soient consultés. Et ils peuvent être également entendus ou consultés par les gouvernants au moment de réformer le droit pénal ou la procédure pénale. On sait que le Code pénal de 1994 doit beaucoup à des réflexions doctrinales. Il porte l'empreinte d'André Vitu sur certains points. Il y a aussi la question de la responsabilité des personnes morales, évidemment, qui était très débattue. L'article préliminaire du Code de procédure pénale ressort également des idées du rapport de la commission d'Elmas-Marty et très défendu cet article par Madame Lazerge lorsqu'elle était députée. On pourrait ajouter la commission sur la justice pénale des mineurs, qui était présidée par un universitaire, M. le recteur Varinard, le projet de réforme de procédure pénale confié naguère à Mme Michèle Laurassa en 1993. Et puis, bien sûr, il faudrait citer l'influence considérable de la doctrine en international pénal et en droit pénal européen, où des universitaires ont pu présider, le professeur Pradel notamment, des groupes de travail sur la question de savoir s'il fallait un code pénal européen en matière de droit pénal des affaires. Donc la doctrine a des outils et elle peut être entendue. Mais ne nous leurrons pas, le plus souvent une place limitée est faite aux universitaires qu'on va écouter à dose homéopathique. La commission Léger en était le prototype en 2010, mais même dans les commissions de révision du code pénal des années 70 et 80, les universitaires n'occupaient pas la place principale. Ils étaient 5 sur 22 dans la commission Cotte, et la commission Baume, en 2014, sur la réforme de l'enquête pénale, auditionnait quelques universitaires, mais ne comportait que des praticiens en son sein. Alors, la doctrine pénaliste peut décider de faire entendre sa voix, et comme on est filmé, j'ai profité pour apporter l'ouvrage. L'ouvrage sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, Opinio Doctorum, sous la direction de Valérie Malaba, Bertrand Delamy et Muriel Jacopelli. Oui, la doctrine peut spontanément, finalement, faire ses propositions, et heureusement qu'elle peut monter au créneau ainsi, même lorsqu'on n'y a pas donc invité. Mais quel est le poids de toute cette théorisation et de tous ces efforts déployés? Vous me permettrez rapidement une anecdote personnelle. Lorsque, découvrant et parcourant la Gazette du Palais, je lis et je tombe sur un article sur la communication du dossier pénal dans une instance civile. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur la communication du dossier pénal et que toute la partie 2, en tout cas dans la fin de la partie 2, s'occupe de la question du versement de preuves pénales dans une instance civile. Une question très intéressante, sur laquelle il y avait très peu d'écrits. Et puis les avocats qui ont écrit sur cette question-là, car ce sont des avocats, évidemment ne citent pas dans leur écrit, mais ce n'est pas cela vraiment le problème. Le problème, c'est finalement qu'ils écrivent à un moment qu'il n'y a pas de doctrine sur la question, enfin la formule est un peu de ce style-là. Alors, pour en avoir discuté avec quelques collègues, je me disais, bon, c'est pas grave, on peut peut-être manquer de valorisation de nos propres travaux, ça peut arriver. Mais réflexion faite, je me suis dit que cela reflétait quand même bien le poids réel des universitaires dans l'écriture de certaines chroniques par des praticiens qui finalement négligent peut-être sur certains aspects de regarder complètement si, en effet, il n'y avait rien d'écrit sur la question du versement de pièces pénales dans une instance civile. Alors, en conclusion, cette doctrine pénaliste, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas un prestigieux passé parce qu'on l'accusait d'être trop soumise à la loi, est-ce qu'elle a un avenir ?
j'espère que oui, sinon on va s'arrêter là, mais l'effort de la doctrine pénaliste est sombre. Il est entravé par une concurrence préoccupante du droit public, qui prend le pas sur le droit pénal sur certains sujets. Il y a eu un formidable colloque sur le code de la sécurité intérieure. Est-ce que c'est le cheval de Troie des publicistes pour faire en sorte qu'un jour le droit pénal soit traité uniquement sous un angle de droit public? Pourquoi les infractions en matière de droit pénal des jeux se trouvent dans le code de la sécurité intérieure? Pourquoi est-ce que la loi du 3 juin 2016 a dû inverser et modifier des articles sur la réglementation des armes qui étaient contenus donc dans le code de la sécurité intérieure? Le droit pénal est une discipline normative qui crée ses propres valeurs, et le rattachement du droit pénal au droit privé est garant des libertés individuelles. Donc le fait de savoir si le droit pénal est du droit public porte en lui-même finalement la question de savoir si la doctrine pénaliste peut encore se faire entendre. J'en veux pour preuve la question du droit pénal du terrorisme et l'inquiétude que certains expriment sur l'état d'urgence et sur les pouvoirs qui sont conférés davantage aux juges administratifs et à la commission, à des autorités administratives indépendantes, plutôt qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. Mais si je voulais conclure la conclusion, je me demanderais si c'est l'universitaire tout court qui a encore un avenir. Beaucoup d'obstacles à la recherche en droit. Les universitaires étant, dans l'esprit de certains, réduits au rôle d'enseignants, et encore, faudrait-il n'enseigner que des choses pratiques, pas des choses théoriques. Il faudrait avoir un enseignement qui permette à l'étudiant de sortir directement du master en pouvant être un parfait avocat ou un parfait juriste d'entreprise, surtout pas réfléchir trop à des théories qui seraient jugées trop abstraites. Et donc le contenu des programmes et des plaquettes des différentes facultés, finalement, se laisse influencer par des considérations qui sont bien éloignées de la théorie du droit pénal. Et je ne parle même pas du poids de la bureaucratie et des questions de financement limité de la recherche. Je crois que chacun, dans nos universités, nous pouvons témoigner de la difficulté qu'il y a à travailler dans des conditions qui soient complètement favorables. Je profite de l'absence du doyen Deschenaux pour pouvoir dire cela de façon tout à fait libre, puisque mon doyen ne peut pas venir sans excuse à travers moi. Alors, le droit a contre lui finalement peut-être un handicap, c'est la fameuse définition qu'il est jus est ars boni et aequi. Oui, le droit pénal est un art, et si c'est un art, c'est donc que peut-être ce ne serait pas une science, ou pas une science tout à fait comme les autres, alors que les criminologues, eux, se présentent comme des scientifiques, que les autres théoriciens de branches qui sont qualifiés ou auto-qualifiés de science se présentent comme de véritables scientifiques, et que eux sont bien plus influents ou bien plus écoutés donc que les juristes. Alors qu'on ne s'étonne pas d'une remarque du type selon laquelle aucun colloque de droit pénal ne fait jamais reculer le crime. Oui, c'est vrai, aucun colloque de droit pénal ne fait reculer le crime, mais peut-être qu'ils ne sont pas faits pour cela. Peut-être qu'ils sont faits pour faire reculer l'ignorance et l'erreur, et c'est peut-être après tout notre rôle premier, et je pense que tous les intervenants qui vont se succéder tout à l'heure montreront que oui, la doctrine pénaliste a un avenir et qu'elle est là pour faire reculer l'ignorance et l'erreur. Merci, Monsieur le Président.